Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. Nous sommes ravis aussi de vous retrouver sur Télé Sahel, vos émissions Business Challenge, Agri Challenge, Digital Sahel, produites par l'agence Impactcom Media, reviennent sur Télé Sahel. Et nous sommes très heureux de revenir sur Télé Sahel et de pouvoir offrir ces émissions à nos compatriotes un peu partout sur notre territoire national, puisque Télé Sahel couvre une large partie du territoire national et ces émissions ont toujours été présentées un certain intérêt pour les téléspectateurs qui trouvent les thématiques traitées conformes à leurs attentes. Et pour cette édition Business Challenge, la première de notre retour sur Télé Sahel est consacrée exclusivement à la loi des finances 2023. Comme vous savez, chaque année, le gouvernement propose au Parlement un projet de loi des finances qui est voté par le Parlement. Et en fin de l'année 2022, en décembre notamment, le Parlement a voté la loi des finances pour l'année 2023. La loi des finances est le document à travers lequel les recettes et les dépenses de l'État pour l'année sont programmées et les recettes proviennent essentiellement des contributions des citoyens à travers les impôts et taxes. Quelles sont les nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi des finances? Quelles sont les réformes importantes que la loi des finances 2023 propose? Comment la loi des finances apporte des allègements par rapport au fonctionnement des secteurs économiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie? Quels sont les avantages que les acteurs économiques, particulièrement les entrepreneurs, peuvent tirer de cette loi des finances 2023? Et aussi, quels sont les mécanismes ou bien les nouvelles mesures fiscales sur lesquelles les entreprises, notamment les PME, doivent porter une attention particulière? Tout cela a été l'objet d'échanges à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Et l'échange a réuni à la fois les opérateurs économiques sous la houlette de la Chambre de commerce, mais également les acteurs de l'administration fiscale, notamment les différents responsables de la Direction générale des impôts. Nous allons partir dans les coulisses de cette rencontre d'envergure qui a réuni le secteur privé et l'administration fiscale autour de la loi des finances 2023. Ça s'est passé à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. C'est l'essentiel de ce numéro consacré exclusivement à l'édition, à la loi des finances 2023. J'espère que le menu vous plaît. Soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes autour de la loi des finances, de ses aspects fiscaux, mais également des différentes réformes d'ordre économique qui peuvent affecter la vie des entreprises. Merci et à tout de suite. Pari tenu pour la Direction générale des impôts DGI et la Chambre de commerce et d'industrie du Niger CCIN dans le cadre de l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et le monde des affaires. Dans ce sens, après le vote de la nouvelle loi des finances 2023, les deux institutions ont organisé le mercredi 11 janvier 2023 une réunion de sensibilisation et d'information à l'endroit des acteurs économiques nigériens. L'objectif de la séance est de faire connaître les nouvelles dispositions de la loi et donner une meilleure compréhension des nouvelles mesures fiscales de la loi des finances pour l'année 2023. Cette rencontre s'inscrit également dans le cadre des efforts de la DGI et de la CCIN d'œuvrer pour une meilleure attractivité fiscale à travers un renforcement commun de leur travail. Nous passions en revue les mesures dites nouvelles des dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne l'aspect fiscal, afin que nous en fassions le commentaire dans l'objectif, avec l'appui notamment des concepteurs, que nous soyons sur la même lecture. Parce que cela est extrêmement important pour nos affaires. Il était, de notre avis, beaucoup plus intelligent qu'en début d'année. Nous nous asseyons, nous fassions, nous, notre lecture, mais qu'elle soit complétée ou commentée par ceux qui l'ont conçu. Comme vous le savez, un texte, il y a l'esprit, il y a également la lettre. Alors, il est bon qu'en début, que nous puissions, je pense, faire un zoom sur toutes ces questions, quelquefois subtiles,
mais qui s'avère être assez importante dans la conduite de nos affaires. Donc vraiment, c'est cet exercice, pour faire bref, que nous souhaitons remettre en cause cette année. Je voudrais évidemment remercier très sincèrement tous ceux qui ont fait le déplacement vers la Chambre de commerce et qui certainement vont prêter beaucoup d'attention aux propos qui vont leur être tenus par les experts ici présents. Mais surtout, ce que nous souhaitons, c'est que, nonobstant le nombre, que chacun d'entre nous, en sortant de cette salle, qu'il ait la certitude qu'il a compris. Et de notre avis, il l'aura compris s'il reste actif. C'est-à-dire que sur des questions qui ne lui semblent pas très claires, qu'on ne soit pas gêné. Même si, à l'évidence, c'est peut-être quelque chose qu'on trouverait simple, ayons la certitude que nous ayons bien compris. Et je pense que c'est vraiment ça, la disponibilité des experts que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Profitons-en au maximum pour que nous soyons des citoyens modèles fiscalement s'entend. Parce que nous aurions compris ce qu'on attend de nous et que nous aurions pris les dispositions pour que cela soit. Cette séance d'information a été organisée avec le concours du Centre de gestion agréé de la CCIN en collaboration avec le cabinet fiduciaire conseil et audit FCA. Occasion pour l'organisme de présenter les nouvelles implications de la loi des finances 2023. La TATI a été supprimée. Les droits d'accès des tabac pour encourager les non-fumeurs. Donc on passe à 60%. Le CGI a mis une taxe spécifique sur le tabac et cigarettes également de 240 pour les fumeurs. Ils vont alimenter de plus en plus l'État, la taxe de trésor, avec 240 francs cette année et 25 francs pour ce qui n'est pas en tige, ce qui n'est pas en paquet, pardon, 25 francs par tige, et 250 francs lorsque c'est en vrac. Il a été créé également une taxe pour l'exportation de 5% sur l'or et les métaux précieux. Une taxe de 15% sur les produits pétroliers exportés. Et enfin, au niveau de la taxe audiovisuelle, nous avons deux textes qui régissent la taxe audiovisuelle dans le CGI. Nous avons vu tout à l'heure l'article 220, il dit c'est les montants, y compris les taxes autres que la TVA, le droit d'enregistrement. La taxe audiovisuelle est donc une taxe spécifique. Quand on va sur le régime de l'article 321 octise qui calcule la taxe audiovisuelle, il est dit que le montant de 10% est calculé sur le montant TTC. Donc, ici, on calcule la TVA, y compris la taxe audiovisuelle, et là-bas, on calcule la taxe audiovisuelle, y compris la TVA. Nous avons donc là un système qui ne permettait pas de pouvoir être conforme à la réglementation. Et donc, le texte qui a été adopté ici, c'est pour qu'on modifie l'article 321 octise pour dire que la taxe audiovisuelle est calculée sur le montant hors taxe. Et on revient vers l'article 220 pour calculer la TVA, qui comprendra le montant facturé au client, plus la taxe audiovisuelle avant de calculer la TVA. Aujourd'hui, on devient conforme. C'est ce qui vient d'être fait par la loi de finances 2023. Autre disposition générale, l'impôt synthétique dont on parle était jusque-là à 100 millions. Jusqu'à 30 millions, c'est un forfait. De 30 à 100 millions, c'est un pourcentage, 3 ou 5% de votre chiffre d'affaires que vous déclarez. Donc une déclaration doit être faite le 1er mars pour qu'on puisse calculer l'impôt synthétique. Aujourd'hui, on a rabaissé le montant à 50 millions au lieu de 100 millions. Donc la micro-entreprise est de 1 à 30 et la petite entreprise est de 30 à 50. À partir de 50, on passe au régime réel simplifié qui lui s'arrête à 100. Au lieu d'aller jusqu'au 200 antérieur, il s'arrête à 100. Et le régime réel, normal, réel normal, à partir de 100. Ici, vous allez dire ça ne me concerne pas en tant qu'entreprise au réel. Si, lorsque vous allez, jusque-là, on travaille avec des personnes qui peuvent vous présenter des factures. Une facture de 10 millions, une facture de 15 millions, on se dit l'impôt synthétique. Mais en fin d'année, vous allez vous retrouver avec plus de 50 millions. Ce qui veut dire que
vous deviez prêter attention pour savoir si cette personne aurait dû aller en réel ou elle devait rester en synthétique. Cette année, vous n'allez peut-être pas l'appliquer tout de suite, mais vous allez regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Si la personne avait déjà 50 millions l'année dernière, ça veut dire qu'elle doit passer en réel cette année. Si cette année, elle a plus de 50 millions, ça veut dire que l'année suivante, il va falloir que tu fasses attention. Vous n'avez pas de responsabilité directe, mais pour être conforme à ce que vous faites comme activité vis-à-vis de l'État, des impôts de l'État, il vaut mieux prêter attention sur ces seuils lorsque vous avez un client ou un fournisseur qui cumule des activités avec vous. Deuxième élément, les seuils de marché public. Ceux qui sont au régime réel d'imposition peuvent soumissionner, et ceux qui sont en impôt synthétique aussi auraient pu soumissionner jusqu'à 50 millions avant. Donc un marché de 30-40 millions, un impôt synthétique peut aller le prendre. À partir de cette année, c'est 10 millions. L'impôt synthétique ne peut aller vers l'État que pour 10 millions, pas plus. L'État, l'administration fiscale, l'administration territoriale, etc., etc. Tout ce qui est marché public, définition marché public, ce qui veut dire qu'on va vers les sociétés d'État, ce qui veut dire qu'on va vers les sociétés d'économie mixte, ils ne peuvent plus accorder des marchés à des personnes qui sont synthétiques qui dépassent les 10 millions. L'attestation d'utilité fiscale, nous en avons parlé. Donc ici, c'est juste pour dire que les délivrants d'agréments, les permis et les autres attestations délivrées doivent... Oui, là c'est 10 millions. Abaissement du seuil de marché, quand vous regardez le commentaire, il est passé de 50 à 10 millions. C'est-à-dire que les sociétés d'État, les marchés publics, non, en un mot, je dis marché public. Maintenant, allez-y chercher la définition du marché public, vous allez voir. Les marchés publics sont à 10 millions, maximum pour ceux qui sont synthétiques. Encore une fois, c'est pour accompagner toute la politique de rendre les personnes au réel. D'accord? Parce que lorsqu'on a introduit la statistique certifiée, on a vu beaucoup de glissements de réel vers le synthétique. Et vous imaginez que l'administration ne va pas rester là à regarder cette situation-là. Donc, ils ont pris ces dispositions derrière. D'accord. Donc, je rappelle que l'ARF maintenant est étendue. L'ARF se trouve maintenant généralisée. Elle n'a plus d'objet spécifique. Elle est applicable à tout. En son original, comme sa copie légalisée, avec précaution de la vérification de la légalisation. Et elle est à 1500 francs de timbre au lieu de 10 000. Et elle ne dure que 45 jours au lieu de 3 mois. Et elle va être régulière sur toute la période d'activité de l'entreprise. Elle doit être toujours en contact pour vérifier que l'administration si elle est en règle et obtenir ce document pour pouvoir continuer à faire ses affaires. Ensuite, pour les centres de gestion agréés, il y a eu des dispositions qui font qu'aujourd'hui, ça peut être en société comme en association, mais également, ils peuvent être accompagnés par un expert comptable, un comptable agréé ou par un fiscaliste qui a eu l'agrément correspondant. Le CCF, ça veut dire facture certifiée. L'administration nous fait un cadeau pour cette année. Elle dit que toutes les entreprises doivent passer au CCF. Elles doivent passer en facture certifiée. Je dis bien toutes, même celles qui sont à l'impôt synthétique. Et donc, pour que vous ne parliez pas de coûts, l'administration fiscale dit qu'elle va mettre en place un système qui est gratuit. Vous y allez, vous préparez vos factures certifiées et vous les éditez. Celui qui est en réel, il doit avoir sa machine. Celui qui est en synthétique doit aller sur ce site, préparer sa facture et la déposer. Pour l'instant, le système est encore en train de se mettre en place. Ils vont nous le confirmer. Pour l'instant, il n'y a pas de seuil où une facture de tel montant doit obligatoirement passer par là. Et il n'y a pas encore de date à partir de laquelle cela est devenu obligatoire. Nous allons profiter de la présence de la DGI pour voir quelle est l'évolution qui a été faite et pour voir comment on peut appliquer ça à partir du 1er janvier ou à une autre date. Les droits d'enregistrement. Donc certains concernent les entreprises, mais surtout beaucoup concernent votre situation personnelle. Donc les dations en paiement pour les banques, c'est le fait qu'une banque prenne la place d'un propriétaire et prend son immeuble en attendant de le vendre. Et donc cette situation, on demandait au débiteur, donc celui qui est presque en faillite, celui qui n'a pas pu payer sa dette, on lui demande de payer les droits d'enregistrement.
L'administration est maintenant mise à la charge de la banque plutôt que sur le débiteur. La cession intégrale de l'action. On avait dit qu'une entreprise individuelle, une entreprise unipersonnelle, société, lorsqu'on vend ces titres, c'est comme si on a cédé au fonds de commerce. Là maintenant, même les sociétés pluripersonnelles, si on vend la totalité des actions ou des parts sociales, c'est comme une vente de fonds de commerce. Les droits sont différents. Une cession d'action, c'est à 6 000 francs CFA ou de parts sociales. Mais une cession intégrale, c'est une cession de fonds de commerce, elle est à 10% du montant de la transaction. Les chiffres sont différents. Donc cette requalification, cette situation-là est importante pour celui qui veut vendre une société. C'est comme s'il vendait un fonds de commerce. Lancement des contrats entre les personnes. Donc les ONG, certains receveurs disaient que c'est 5%. Ce n'est pas contrat privé. Et pour les projets, certains disaient non, c'est privé, c'est 2%. Finalement, l'administration aujourd'hui prend une position claire là-dessus. Les ONG sont à 2% et les projets sont à 5%. On considère que le projet, c'est un financement de l'État et donc c'est une activité de l'État de façon indirecte à travers un projet et donc son enregistrement est à 5%. Et les droits de timbre, rappelez-vous quand on fait des statuts, dans certains cas on fait du recto verso. Ça fait économiser le timbre parce qu'on ne mettait le timbre que sur une page. La deuxième, parce que c'était 1 500 francs par feuille. Donc si vous avez le recto verso, vous payez une seule fois. Maintenant, c'est passé à 2. Recto, timbre, verso, timbre. Si c'est imprimé, si vous avez imprimé vos 2 pages sur 2 feuilles différentes, vous payerez quand même que les 2 fois 1500. Mais les pages vierges ne sont pas concernées, bien sûr. Mais un point ou, comme on dit, un mot sur une page, c'est un timbre. D'accord. Donc, dans le secteur du foncier en domaine, donc le duplicat de titre foncier passe de 10 000 à 50 000. On a permis de faire la formalité fusionnée, même pour les terrains non bâtis. Même les actes de cession aujourd'hui peuvent faire l'objet d'une formalité fusionnée. Lorsque vous faites, oui c'est ça, c'est le deuxième élément, les délais de formalité fusionnée étaient de 2 mois et les notaires utilisaient. Aujourd'hui, c'est ramené au même niveau que, donc à 10 jours. On a les champs et les jardins, il y avait plusieurs taux. Aujourd'hui, on est à 30 et 60 000 francs pour les droits d'enregistrement. Et enfin, disposition importante à titre personnel pour ceux qui... Aujourd'hui, tous les actes de cession ou les arrêtés de concession provisoire doivent être régularisés au plus tard dans les 5 ans. Après la présentation de Nouhoutari du cabinet fiduciaire conseil audit FCA, le directeur de la législation et de la coopération fiscale internationale de la DGI, Ali Yeya, a apporté un certain nombre d'informations complémentaires sur cette question d'intérêt commun. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer un projet de circulaire d'interprétation de la loi de finances. Le circulaire, le projet est même finalisé, il est déposé au bureau du directeur général des impôts. On a voulu à ce que cette année, ça ne soit pas une circulaire qui annonce juste les mesures qui ont été préconisées par la loi de finances, mais compte tenu de l'ampleur des changements, de création de nouveaux impôts, on a voulu être très pratique, c'est-à-dire donner des orientations quant à l'application technique de la mesure. Donc le projet, nous l'avons déposé depuis le lundi. On attend donc sa validation par le directeur général des impôts. Donc l'ensemble des précisions, notamment celles qui avaient fait l'objet d'interrogations par la salle, effectivement, dans le projet, on trouvait leur solution. Néanmoins, il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais revenir. Par exemple, au niveau de la saisine en contentieux, la saisine du juge, ce que je dois compléter, c'est que c'est un détail important. Lorsque le juge ne se prononce pas dans les délais requis de 3 mois, là, l'administration est fondée à poursuivre l'action à recours. C'est ça qui est surtout fondamental, parce que le juge peut, compte tenu
des instances qu'il a, ne pas pouvoir, pour diverses raisons d'ailleurs, ne pas pouvoir se prononcer dans les délais de 3 mois pour éviter ce qu'on a connu les années précédentes, notamment la léthargie où un dossier fiscal peut passer 5 à 10 ans au cabinet des juges. Donc on dit que s'il ne se prononce pas, l'action à recouvrement va se poursuivre. Maintenant, il est évident que lorsque le juge se serait prononcé, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans après, s'il arrivait que le contribuable est déchargé en tout ou en partie, il revient à l'administration qui aura donc recouvré de restituer les montants indûment perçus. Voilà. Mais je vous informe humblement que l'administration rembourse. Hein. Oui, l'administration rembourse. L'administration rembourse. Actuellement, nous sommes à toutes les semaines, nous avons des demandes de remboursement que nous traitons et qui arrivent à leur dénouement final. Oui, bien sûr. Cet exercice s'est révélé très intéressant pour la grande majorité des participants à cette réunion de sensibilisation. Monsieur le directeur de la législation, vous nous avez dit que la DGI, enfin l'État remboursé à l'occasion donc de réclamations de paiements indus de part des contribuables. Je voudrais savoir si ce remboursement est fait en cash ou en crédit d'impôt. La deuxième chose, lorsque l'État rembourse, est-ce qu'il rembourse avec le loyer de l'argent qu'il a gardé par devers lui indûment pendant toute cette période? Parce que si c'était le cas pour le contribuable, évidemment, il aurait à payer des intérêts de retard ou des majorations de paiement. Le collègue qui assiste le directeur de la législation a tout à l'heure évoqué un sujet relativement aux personnes qui ne sont pas assujetties à la TVA, mais qui peuvent être amenées à se justifier lors des paiements qu'ils reçoivent de tiers. C'est bien ça, si j'ai bien compris, monsieur. Si c'est bien cela, est-ce qu'un parti politique, une ONG, une association quelconque, un syndicat, sont assujettis à cette obligation dont vous parlez? Maintenant, j'en viens à mes 2 questions que j'avais avant de venir dans cette salle. La première concerne l'article 52 du Code général des impôts, concernant l'ITS, le forfait nourriture. C'est bien ça? Est-ce que ce forfait nourriture, il est applicable également aux entreprises de transport? Parce que je sais qu'il y a une particularité, notamment les entreprises de transport de marchandises. La nourriture fait partie des obligations de l'employeur. Et c'est par jour, c'est un forfait que vous donnez à vos employés et tous les employés, le chauffeur avec ses apprentis. Est-ce qu'on a pris en considération cette particularité dans cette disposition-là nouvelle? La dernière question a trait à l'article 837. Vous avez parlé de duplicata des titres fonciers, en cas de perte ou autre événement. Est-ce que cette procédure est valable pour les duplicata à l'occasion d'une perte d'un acte de cession? Parce que j'ai pu personnellement vérifier la gestion passée, donc l'année fiscale 2022, que lorsque vous demandiez un duplicata d'un acte de cession, en réalité, on vous appliquait le prix de l'annulation de la terre. Donc, c'est comme si vous payiez 2 fois la valeur de l'acte de cession. Est-ce que, précisément maintenant, on peut considérer avec l'article 837 que vous ne payerez que les 10 000 comme pour un titre foncier qui est en principe l'acte le plus incontestable de reconnaissance de la propriété sur une terre donnée? Nos juges ne sont pas experts en matière fiscale et que la plupart ne sont pas des spécialistes et que cette question, souvent en matière contentieuse, les questions sont souvent d'ordre technique où il faut souvent faire recours à d'autres experts pour éclairer la lanterne du juge et que souvent l'expertise que le juge aura donnée peut prendre souvent même plus de 3 mois en fonction de la nature du contentieux.
est-ce que cela ne crée pas une insécurité juridique et financière aux sociétés? Si aujourd'hui je suis un investisseur et que je veux m'installer au Niger, cette disposition peut me décourager dans la mesure où, en cas de contentieux avec l'administration fiscale, et que si je suis redressé à hauteur de milliards, et qu'il y a un contentieux, le juge ne se prononce pas dans les délais, l'administration met en œuvre ce recouvrement. Cela peut créer des difficultés de trésorerie à l'entreprise, qui peut même amener à fermer. Est-ce que cela ne crée pas une insécurité, comme je viens de dire, financière et juridique, non seulement à l'État, mais également aux entreprises? La première question est relative au taux de droit d'enregistrement des contrats. Vous avez exposé, quand c'est ONG, c'est 2%, lorsque c'est projet, c'est 5%, comme chez l'État. Maintenant, il y a des structures qui ne sont ni ONG, ni projet et ni l'État. Je prends par exemple le cas d'une structure comme la Banque mondiale, qui est une structure permanente, qui n'est pas une ONG, mais qui a des projets, en réalité sur le même fond. Une structure comme la GIZ, par exemple, elle a un bureau qui est une structure permanente, qui n'est pas ONG, qui n'est pas État, mais qui possède des projets à son sein. Voilà. Donc là, je pense qu'une clarification doit être apportée. La deuxième question, je voudrais savoir, est-ce que le passage du statut du NIF-P au NIF-S est possible en cours, c'est-à-dire en cours d'une même année? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est à l'occasion des ARF qu'il faut les vérifier? La troisième question, ça concerne la TP. J'ai compris qu'il est pratiquement maintenant sur la moitié du minimum qui est en vigueur. Est-ce que ça concerne aussi toutes les entreprises ou bien ça concerne que les entreprises nouvelles créées à partir de 2023? Est-ce que c'est toutes les entreprises qui sont concernées? La quatrième question concerne l'exonération temporaire accordée aux entreprises qui construisent des immeubles. Je voudrais savoir si, par exemple, quelqu'un qui veut faire son entreprise, qui n'a pas besoin d'un immeuble, mais qui fait quand même un kiosque, il installe son kiosque, est-ce qu'il bénéficie aussi de cette exonération temporaire? Assoiffés de réponses et de compréhension, les acteurs présents n'ont pas manqué d'exprimer leurs diverses préoccupations. La première question, c'était lié à la taxe sur l'audiovisuel. Alors, pour faire un peu le parallèle, je pense qu'il y a aussi un équivalent dans les télécoms qu'on appelle la TURTEL. Alors, puisque la tabac s'applique sur le montant hors taxe, pourquoi aujourd'hui ce parallèle n'est pas fait avec la TURTEL? J'explique que la TURTEL s'applique sur un montant hors taxe et que la TVA aussi s'applique sur le montant hors taxe, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui où la TURTEL s'applique sur le montant hors taxe et la TVA s'applique sur le montant hors taxe plus TURTEL. Comme si la taxe payait une taxe. Dit un peu grossièrement, si vous me le passez. La deuxième question est liée à la suppression de la TATI, mais au fait que, si je comprends bien, lorsque j'appelle par exemple du Niger au Mali, il y a une TVA qui s'applique de 19%. Et par exemple, lorsque je reçois un appel, par exemple du Tchad, il y a une TVA qui est censée être récupérée et reversée. Sachant que le client qui, à la base, quand il a appelé, l'opérateur correspondant nous a adressé une facture où certaines taxes s'appliquent. Donc ça veut dire qu'in fine, c'est l'opérateur qui est obligé de compléter dans sa trésor pour reverser cette taxe-là. Alors, la question c'est, est-ce que finalement l'objectif recherché va être atteint? Parce que cette mesure, de fait, va amener en fait une baisse de revenus sur un segment non négligeable pour les opérateurs. Pour le point de commentaire, alors lié effectivement à l'enregistrement, puisqu'on a compris que maintenant les télécoms passent de biens à services et que donc c'est un service qui est enregistré. Les télécoms ont souvent une configuration où le service est récurrent. Donc, qu'en est-il de cet aspect enregistrement lié? Alors, je prends un exemple, vous avez une connexion Internet chez vous, c'est un service récurrent qui donne lieu à une facturation périodique. Qu'en est-il en fait de l'enregistrement lié à ces cas de figure-là? Merci. Je souhaiterais avoir des précisions sur deux points. Le premier concerne la question
sur la nourriture. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui accordent à leur personnel des primes panier, une prime panier. Et sachant que fiscalement, selon l'exposé qui a été donné tout à l'heure, nous avons entendu qu'il y a un plafond de 25 000 qui est soumis à l'impôt sur le revenu, à l'ITS. Est-ce que les primes paniers qui sont octroyées aux employés suivent ce même principe? C'est-à-dire, si je donne un exemple, l'agent reçoit 50 000 francs de prime panier, c'est 25 000 francs qui est pris comme base imposable. Ça, c'est ma première question. La deuxième concerne la taxe d'apprentissage, donc la TAP. Donc la nouveauté cette année concerne les salaires CDD ou des agents CDD ou CDI de moins de 30 ans. J'aimerais savoir ces salaires qui sont déductibles. Est-ce que ce sont les montants des salaires bruts ou nets? C'est-à-dire le net payé aux employés. Tout à l'heure, on a pris l'exemple de la Chambre de commerce. Je voudrais savoir si c'est un message adressé à la Chambre pour commencer à délivrer les reçus certifiés. Le cabinet fiduciaire conseil et audit FCA, spécialisé dans les domaines d'expertise comptable, d'audit et de conseil, n'a pas manqué d'apporter les éclaircissements nécessaires aux diverses questions posées liées à l'expertise comptable. Pour le secteur du transport, je donne la compréhension que nous avons et je demanderai à la DGI de nous rectifier si cela n'était pas juste. Nous donnons une position qui consiste à dire tout ce qu'il y a comme prise en charge de nourriture, que ce soit du fait obligatoire, en règle générale c'est obligatoire, et lorsqu'on accompagne des employés à un déjeuner et qu'on prend en charge, tout cela constitue des points de charge dans les comptes. Dès lors qu'il y a un poste de charge lié à cette alimentation, ça entraîne des forfaits pour les personnes concernées. Ça va concerner ceux qui sont sur les sites, ça va concerner ceux qui sont sur la partie sur la route. Tout cela, ça va concerner les restaurants, c'est la même situation. Les restaurateurs ont l'obligation de nourrir. Jusque-là, l'obligation allait jusqu'à prendre les montants réels pour les mettre en imposition. C'était cela la situation. Aujourd'hui, en disant que c'est un forfait, on simplifie la situation, mais il reste redevable. On considère que la nourriture, c'est une charge pour la personne qui va chercher à acquérir un revenu. Le fait qu'on prenne en charge en partie ou en totalité veut dire qu'on y a alloué un avantage à la nature. Et qu'en conséquence, on doit aujourd'hui prendre les 25 000 francs, les ajouter dans le bulletin du mois pour calculer l'impôt. Le duplicata du titre foncier, ça c'est M. Amma qui demandait. De ce que nous savons, il y a une formalité d'enregistrement, même sur l'acte de cession. Il y a beaucoup d'actes de cession qui n'ont pas la formalité d'enregistrement. Ces actes de cession, lorsqu'on doit demander un duplicata, l'administration profite pour demander les droits d'enregistrement. Donc, il peut arriver que vous ayez à payer des droits d'enregistrement au moment où vous demandez le duplicata. Si c'est simplement un duplicata papier et que ça a été enregistré, vous allez payer le montant forfaitaire qu'on a donné. Par contre, s'il n'avait pas été enregistré, à ce moment-là se déclenche la formalité d'enregistrement et qui entraîne des droits. D'accord. L'enregistrement pour la Banque mondiale, GIZ, etc. En principe, tous ces organismes-là ont une convention de siège, un accord de siège, qui prévoit leur régime fiscal en matière d'enregistrement. S'ils en sont exonérés, ils paient le droit fixe de l'enregistrement pour pouvoir bénéficier de l'exonération. Les projets, c'est parce que de plus en plus, on considère que c'est un financement de l'État. La Banque mondiale ou le GIZ qui intervient pour des projets, on considère que c'est de façon indirecte via l'État que ça se passe. Et c'est pour cela que les 5% sont prévus. Donc, ce n'est pas seulement les entreprises nouvelles. C'est toute entreprise qui n'a pas d'activité ou qui a un chiffre d'affaires faible,
Rappelez-vous, c'est 1 pour 1000 de chiffre d'affaires. Celui qui a 150 millions de chiffre d'affaires, il a un droit fixe de 150 000. Celui qui aura 75 millions de chiffre d'affaires, il aura un droit fixe de 150 000 encore. Il avait 150 000. Si aujourd'hui vous avez 75 millions de chiffre d'affaires, vous avez un minimum de 75 000, c'est valable avec la nouvelle législation à partir de 2023. Si vous avez moins de 75 millions de chiffre d'affaires, vous allez tout de même payer les 75 000. D'accord? C'est cela l'élément. C'est toutes les entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires ou qui ont un chiffre d'affaires faible. La taxe considérée comme immeuble, la notion d'immeuble est que tout ce qui est fixé au sol entraîne une exigibilité des impôts fonciers. Si votre hangar a nécessité que vous fassiez de la fondation et que vous exigez quelque chose, il fait partie de la base. Et cette base sera utilisée et pour la taxe foncière et l'impôt foncier et pour la taxe professionnelle. En effet, ça entraîne une autre question sur laquelle je vais cette fois-ci moi-même formuler la question de façon plus directe. Nous avons cité tout à l'heure en disant les immeubles productifs de revenus. Il y a deux catégories d'immeubles productifs de revenus. Ceux qu'on loue et on reçoit un loyer et qui supportent l'IRBP, et ceux qu'on utilise pour une exploitation commerciale. Un entrepreneur individuel qui inscrit dans son bilan un immeuble et qu'il exploite et qui lui produit des revenus, c'est son activité commerciale normale, il est également soumis aujourd'hui à l'IRBP. Est-ce que le fait d'avoir construit son élément d'exploitation, son support d'exploitation, entraîne ce point de fiscalité? En entendant par productif de revenus, est-ce qu'il s'agit simplement de revenus IRBP ou est-ce qu'il s'agit de l'exploitation faite par une entreprise qui est propriétaire et pour laquelle elle exploite? Cela va vers la TI en même temps. Est-ce que celui qui exploite avec son siège ou avec ou un élément particulier et qu'il a un revenu qui est son activité commerciale, est-ce qu'on considère cela comme productif de revenus ou uniquement celui qui perçoit un loyer? Avec le CCF, tout ce que vous émettez comme facture atterrit. Maintenant, les paiements qui ne sont pas dans le CCF, on veut qu'ils soient identifiés pour qu'on puisse regrouper l'activité globale d'un opérateur économique avec son numéro d'UNIF. Donc sachez que quand vous allez passer à la plateforme, vous allez mettre le numéro d'UNIF, la personne et les identités de la personne pour qu'on puisse cumuler ces opérations. Les préoccupations concernant l'administration fiscale ont été prises en charge. Les droits d'enregistrement pour les marchés financés par la Banque mondiale. Voilà, donc je dois dire que pour les marchés financés par la Banque mondiale ou des structures comme la GIZ, c'est des structures qui, le plus souvent, pour la Banque mondiale, lorsque le marché est stipulé TTC, ça veut dire que lorsque dans le marché qui est libellé, on dit que le marché est stipulé TTC, cela veut dire que ce marché est libellé avec la TVA. Donc, si le marché est libellé hors taxe, cela veut dire que les parties ont convenu que ce marché-là soit exonéré de TVA. Et le plus souvent, les deux vont ensemble, TVA et droit d'enregistrement. Mais auquel cas où ce n'est pas libellé hors taxe, c'est libellé TTC, ça veut dire que là, il n'y a pas d'exonération. Mais lorsque ce projet-là, à la base, il se trouve une convention particulière qui dit que ces impôts-là sont exonérés, alors là, si c'est les droits d'enregistrement, la personne fait une requête auprès de l'administration y répond pour confirmer le principe de l'exonération. Si c'est la TVA, c'est de déposer une demande d'exonération au niveau des services fiscaux. Mais si les conventions qui sont à la base, parce que c'est des projets, mais chaque projet a une particularité quant aux documents de financement qui peut prévoir ou non l'exonération. Si l'exonération n'est pas prévue, il n'y aura pas d'exo. Mais de manière générale, d'une façon globale, les structures comme la GIZ sont des structures de coopération technique. De manière générale, elles incluent toujours, les conventions incluent toujours l'exonération de la TVA
de manière à ce que l'argent qu'ils apportent ne subisse pas un prélèvement d'impôts. Et pour certains pays qui vont encore plus loin, comme les États-Unis, eux, ils prévoient même que les impôts directs y soient exonérés. Actuellement, ce matin même, il y aura une réunion à cet effet au cabinet du ministre dans ce cadre, parce que ce n'est pas nous notre conception. Lorsque l'entreprise américaine vient exécuter un marché de l'État américain ici, c'est vrai, il peut être exonéré des impôts indirects. Par contre, sur les impôts directs, l'enrichissement que l'entreprise s'est fait et sur notre territoire, nous pensons qu'il est taxable à l'impôt sur le bénéfice. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. L'immeuble productif de revenus, on a demandé si c'est seulement si c'est celui qui apporte le loyer. En fait, ça se limite à cela. Ça ne s'étend pas aux professionnels qui occupent son local à ses propres fins, c'est-à-dire aux fins de l'exploitation d'une entreprise. Mais c'est ceux-là qui produisent un revenu, effectivement, en termes de loyer. Troisième point, la déclaration en ligne obligatoire. Pour l'instant, la loi l'a rendue obligatoire, mais il y a une tolérance que nous observons. Nous voulons observer pour aller de manière progressive, palier par palier. Et nous sommes en train de préparer présentement une circulaire par laquelle nous obligerons les entreprises qui seront gérées à la DGE et à la DME de passer au mode de déclaration en ligne et de paiement. Voilà. La question de M. le directeur général des impôts, bon, l'idée de l'article 368, effectivement, c'est de soumettre à toutes les personnes qui délivrent des biens ou des services à l'utilisation d'un CCF. Donc, en disant toutes les personnes, on ne fait pas de distinction entre les partis politiques, les associations et les ONG. Mais si, pour des raisons d'ordre pratique, il y a lieu de clarifier davantage pour rendre la disposition plus opérationnelle, très important, bien évidemment, la circulaire sera donc pour prendre ça en compte. Pour l'imposition des avantages en nature, peut-être que là, je vais raisonner globalement. C'est qu'en matière de rémunération, le salarié il a deux types de rémunération. Les rémunérations en nature et les rémunérations en numéraire. Alors, sauf exonération express prévue par l'article 52, les rémunérations en nature, tout comme les rémunérations en numéraire, sont imposables. Maintenant, la notion d'évaluation forfaitaire concerne uniquement les rémunérations en nature. Et c'est en ce sens que l'article 54 a produit une liste limitative de rémunérations en nature qui seront évaluées forfaitairement pour le calcul de vitesse. Et donc, à contrario, toutes les rémunérations en nature qui ne seront pas expressément citées dans l'article 54 donc, doivent être imposées pour leur montant réel. Donc, le raisonnement, vous pouvez le transposer pour la prime de panier, pour le cas des agents qui sont dans les hôtels. La règle est là, la règle est la même. Le caractère de dialogue qui s'installe entre la DGI et la CCIN paraît primordial pour Mahaman Ousmane, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN. Nous avons une lecture des éléments de la loi de finances, comme beaucoup l'ont rappelé, qui s'impose à nous tous. Nous avions souhaité avoir avec les concepteurs la philosophie, parce que très souvent, pour que nous soyons confortables dans la lettre, il serait bon que nous comprenions pourquoi cela a été fait. Et je crois que cet exercice a été intéressant pour beaucoup d'entre nous. Toutes les questions, évidemment, n'ont pas été réglées selon nos attentes, c'est une évidence, mais au moins le caractère de dialogue qui s'instaure entre la DGI, vous et nous, me paraît primordial. Et dans tous les cas d'espèce, ce que j'ai pu retenir des échanges vraiment pertinents que vous avez eus ce matin, c'est qu'au-delà de ce type de plateau d'échange, nous avions convenu avec la DGI de façon régulière de nous retrouver sur des questions que vous allez probablement mesurer à la pratique. Ce qui aurait été décidé dans la loi, on est d'accord, comme je l'ai dit, nous sommes des citoyens, on va dire, corrects, n'est-ce pas, fiscalement. Nous allons y aller, mais nous verrons certainement dans les faits de la pratique, peut-être qu'il y a des gênes. Et en ce moment-là, s'il y a des gênes, il est bon que vous les remontiez du côté de votre chambre
pour qu'à travers cette plateforme que nous avons dédiée à ce type de questions, nous posions le problème et que nous voyions dans quelles conditions on pourrait trouver une solution. Nous pensons que cette dynamique-là, nous devrons la maintenir avec la Direction générale des impôts et avec tous les autres acteurs qui contribuent dans la marche du commerce, des entreprises et des industries de notre pays. Donc vraiment, je voudrais vous remercier et vous dire qu'à chaque fois que vous serez conviés pour ce type d'échange, essayez de trouver le temps parce que ça a sa pertinence et ça encourage aussi tous les partenaires que vous voyez sur ce plateau-là à faire les recherches nécessaires. Et nous estimons qu'avec ça, peut-être au fur et à mesure, nous allons être dans une position où on pourrait, en se regardant avec la DGI, se comprendre sans se parler. La réunion de sensibilisation a pris fin sur une note de satisfaction de tous les participants, avec en prime des suggestions pour l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et le monde des affaires. Vraiment, c'est une bonne initiative, c'est enrichissant, mais malheureusement, c'est que ce que nous constatons, c'est quoi? Aujourd'hui, on veut bien évoluer, n'est-ce pas? Le pays veut bien évoluer, mais il y a toujours un obstacle qui est là. L'obstacle, c'est quoi? C'est nos responsables en question. Oui, tout le monde veut vraiment évoluer financièrement, mais c'est que le problème se pose au niveau même des responsables. Alors, c'est au niveau des responsables comment? Puisqu'ils ont tellement expliqué pas mal de choses, oui, on a compris, mais eux-mêmes ne prennent pas cette responsabilité-là en fait. Eux-mêmes ne se disent pas, bon, ok, on doit commencer par nous-mêmes d'abord. On veut toujours mettre la pression sur le contribuable qui, malheureusement, ne s'y connaissent pas assez. Mais malheureusement, c'est-à-dire les responsables eux-mêmes sont le plus concernés. Alors, si on doit voir aujourd'hui, presque, il y a pratiquement tout le monde, mais les plus concernés même ne sont pas arrivés. Oui, ceux-là qui, on doit même dire certaines vérités, bon, ceux-là qui gèrent réellement l'argent de ce pays. Bon, je peux dire que c'est une solution précaire, puisque vraiment, jusque-là, ce n'est pas encore ce qu'on attend réellement de l'État. Parce que pour accompagner surtout le contribuable, si il faut accompagner le contribuable, il faudrait que forcément le service soit rapide. Le service à l'endroit du contribuable soit vraiment rapide. Alors, donc, si c'est en retard, on peut avoir des frustrations, ce qui fait que bon, le contribuable sera découragé des décisions prises par l'État. Oui, l'initiative, vraiment, elle est belle en soi, elle est à saluer, puisque d'après ce que nous avons eu de la part des agents de la DGI, de la part aussi du cabinet FCA, et aussi de la part de plusieurs participants, nous pensons que vraiment c'est une initiative très très salutaire, puisque comme vous le savez, cette nouvelle loi de finances 2023 qui vient d'être à peine votée comporte plusieurs nouvelles dispositions. Des dispositions nouvelles relatives par exemple à l'incivisme fiscal, où il nous a été dit que voilà, il y a une taxe, même s'il ne l'appelle pas taxe ou bien un impôt, mais un autre prélèvement qui sera fait par rapport aux entrepreneurs qui ne s'acquitteront pas de leurs obligations vis-à-vis du fisc. Et bien d'autres dispositions nouvelles, d'autres ont été abrogées, d'autres ont été réactualisées, notamment celles relatives à la TURTEL, si on peut le dire, et que les réqualifications qui ont été faites concernant toujours à la connexion ou bien aux appels téléphoniques qui ne sont plus considérés maintenant comme étant des services mais plutôt des biens. Donc voilà, en général, d'une manière ramassée, c'est qu'on peut dire que vraiment l'initiative est à saluer et que nous espérons que le cabinet FCA en collaboration bien évidemment avec la Chambre de commerce et la DGI, continueront à faire ce genre de formation pour pouvoir aider nos entrepreneurs, nos PME, pour pouvoir booster l'économie du pays et que chacun, comme l'a si bien dit le secrétaire général de la Chambre de commerce, que et nous les entrepreneurs et eux les agents de la DGI, qu'on puisse se comprendre sans pour autant se parler.
Les fructueux échanges issus de cette réunion de sensibilisation et d'information sur les nouvelles mesures fiscales permettront, à n'en point douter, d'apporter de nombreux ajustements à la nouvelle loi des finances 2023. Ceci dans le but de renforcer le lien déjà existant entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques et par conséquent d'améliorer le tissu économique nigérien. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un très bon profit. Et comme je vous l'ai dit, toutes nos émissions Business Challenge, Agri Challenge, Digital Sahel reviennent en diffusion sur Télé Sahel. Et le programme est le suivant. Business Challenge, vous nous recevrez tous les samedis à partir de 12h30. Agri Challenge, ce sera tous les dimanches à partir de 14h15. Et Digital Sahel, tous les vendredis à partir de 19h45. Et encore une fois, c'est un grand plaisir pour nous de savoir que dans nos communes, dans nos départements, les Nigériens qui apprécient le travail de Business Challenge pourront encore nous retrouver grâce à Télé Sahel. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.